merci de m'accueillir ce soir. Alors, si jamais Montréal, dès lors, avait été fondé par des explorateurs musulmans venus d'Europe, qui avaient eux-mêmes succédé à une chrétienté effacée de la carte, est-ce que nous aurions l'occasion d'échanger dans cette université, même d'y échanger avec un océan de distance? Ou bien, à l'inverse, serions-nous en train de disserter dans une madrasa? Je me permets ce petit pastiche de Gibbon, qui déjà avait imaginé ce qui se serait passé si jamais à la bataille de Poitiers, Charles Martel avait été vaincu, et où il imaginait Oxford et Cambridge transformés en centre de théologie musulmane. Eh bien, le pari est encore plus audacieux dans l'ouvrage que je voudrais vous présenter. Donc, l'ouvrage que je voudrais vous le présenter est le suivant, The Years of Rice and Salt de Kim Stanley Robinson. Dans cet ouvrage, il ne s'agit pas de penser une Europe qui est diminuée, ou même une Europe qui aurait été seulement convertie à l'islam, comme imaginant certaines uchronies, ou bien une Europe provincialisée, mais bien une Europe qui a été effacée de la carte au Moyen Âge. Ce livre est donc celui de Kim Stanley Robinson. Il s'agit d'un auteur de science-fiction quand même remarquablement connu sur le continent nord-américain. Donc, il est californien, donc il vit en Californie aux États-Unis. Il est notamment engagé politiquement. En effet, il se revendique de la gauche socialiste, parmi la gauche radicale nord-américaine, et il a fait une thèse d'ailleurs sur Philip K. Dick. Donc il s'inscrit dans les pas des grands auteurs de science-fiction. L'ouvrage que je vais vous présenter n'est pas le plus connu de cet auteur, car il est surtout connu dans les cercles de science-fiction pour sa trilogie martienne, où il imagine un monde martien terraformé, entièrement neuf, et ce livre est l'occasion un peu d'une synthèse entre l'utopie et la science-fiction. Dans The Years of Rice and Salt, traduit en français sous le titre Chronique des années noires, on peut se poser la question, donc quel est ce monde où l'Europe est effacée de la carte au Moyen Âge? S'agit-il de seulement une vision plaisante, une sorte un petit peu de vue de l'esprit sur ce qui aurait pu se dérouler, ou bien au contraire doit-on y voir un message politique, un plaidoyer pour les civilisations extra-européennes et un plaidoyer qui est pensé à la lumière des études post-coloniales, en sachant que cet ouvrage a été publié en 2002, donc après comme les attentats du 11 septembre, à une époque où l'Amérique s'interroge sur ses rapports avec les diverses civilisations mondiales. Cet ouvrage est donc l'occasion de penser, d'imaginer la prééminence de civilisations qui, sous la plume de Kim Stanley Robinson, ne sont pas confrontées à la prééminence européenne. D'abord, voyons à quoi ressemble ce monde, les divers visages de ce monde sans Europe. Donc, vous pouvez voir sur la carte le monde dont il va être question. Alors, de quoi s'agit-il? Le point de divergence est assez sombre. En effet, nous sommes en 1346 et la peste noire mute. Alors, on ne sait pas très bien comment. Il y a en fait plusieurs pages où les auteurs ne cessent de parler des diverses possibilités. Certains disent que c'est parce que la peste se transforme en peste pulmonaire généralisée, d'autres que c'est presque une sorte d'événement incompréhensible. Mais donc la peste noire évolue et ne tue pas 40% de la population européenne, mais près de 99%. Donc l'ensemble de la population européenne est tuée, et quand je dis européenne, je devrais même plutôt dire toutes les personnes en fait qu'on peut appeler les caucasiens, c'est-à-dire depuis l'Oural quasiment jusqu'aux Pyrénées, tout l'Occident chrétien, mais également la chrétienté byzantine, est effacé de la carte. Dès lors, l'auteur s'emploie à décrire ce monde. Et là, vous voyez la carte, en l'occurrence, ce monde est divisé en de grands ensembles civilisationnels. Alors, les principaux, le Dar al-Islam, donc le monde musulman qui est divisé non pas dans un seul État, mais dans une multiplicité de petites principautés, ainsi que la Chine, avec ses États vassaux, la Ligue de Travancore, c'est-à-dire un État de l'Inde dravidienne, et également une Ligue Haudenosaunee. Je reviendrai un peu plus en détail par la suite sur les circonstances qui amènent à la naissance de ces deux derniers États. L'originalité de l'auteur, et c'est en ça que c'est remarquable pour un ouvrage uchronique, c'est que souvent les uchronies, du moins une majorité d'entre elles, traitent d'une période temporelle relativement courte. On fait parfois des références au passé, mais en général, on se concentre sur
une période ou bien un intervalle relativement court, que ce soit Pavane par exemple, ou bien le maître du haut château, l'auteur choisit une période. Là, au contraire, il s'est employé à faire un récit des événements mondiaux, et en plus il a fait à l'échelle de la planète, hein, depuis la peste noire, alors plus précisément depuis la fin du XIVe siècle, quand l'Europe est déjà en train de se vider de ses habitants, et jusqu'au XXIe siècle, même jusqu'à nos jours et un petit peu plus jusqu'au milieu environ du XXIe siècle. Et pour cela, il choisit une trame narrative qui est très originale, car nous avons les mêmes personnages. Ces personnages se réincarnent systématiquement, ils font partie d'une même jati, c'est-à-dire que à chaque fois, vous avez des héros qui ont les mêmes initiales à leur nom. Par exemple, il y a toujours les personnages dont le nom commence par un B, ceux qui commencent par un K et celui qui commence par un I. Ben, souvent, c'est le personnage qui a un prénom qui commence par B et un autre par K qui sont les plus importants. Et chacun a des traits de caractère. Les personnages dont le nom est B, alors que ce soit, on les appelle Bistami, Bao, etc., ce sont plutôt des gens croyants et idéalistes. À l'inverse, les personnages dont le nom commencera par K, c'est toujours la réincarnation du rebelle, du combattant, de celui qui veut changer l'ordre établi. Ils se retrouvent donc sur Terre, ils échangent entre eux, mais ils ne se rappellent pas de leur vie passée. Du moins, dans la grande majorité des épisodes, ils ne s'en souviennent pas. On les retrouve dans le bardo. À chaque époque, bon, ils vivent leur vie, ils meurent et ils passent dans ce bardo, donc cet inframonde, dirions-nous, où ils sont jugés pour leurs actions faites sur Terre et ils se réincarnent dans une prochaine incarnation terrestre, que ce soit ou bien un être humain, parfois un animal. Alors, indépendamment du genre, hein, les personnages sont des hommes ou sont des femmes. À un moment, un des personnages devient une tigresse, par exemple. Ils changent complètement. Et de même, il n'y a pas de rapport de supériorité entre eux. Parfois, c'est le personnage qui a le prénom en B qui domine le personnage en K, ou inversement. Parfois, ils sont de la même famille, parfois, ils se retrouvent comme amis, parfois comme amants. Cela dépend complètement des circonstances. Pour faire donc l'histoire de ce monde, rapidement, donc ce qui se passe si jamais l'Europe est complètement effacée de la carte. Disons que l'islam, comme vous le voyez sur ce planisphère, prend un rôle prédominant. Il repeuple l'Europe et par la suite se lance dans des colonisations. De même, la Chine aussi se lance dans une entreprise coloniale d'importance, suivie par la suite par l'Inde dravidienne qui établit une sorte de contrôle sur l'océan Indien. Alors, on ne peut pas bien évidemment décrire tous les événements qui se déroulent sur plusieurs siècles, mais on assiste néanmoins à quelques grandes étapes. Les personnages, il faut le noter, ce sont des subalternes. L'auteur s'inscrit complètement dans les subaltern studies, au sens où il dit ne pas vouloir faire, je cite un moment, l'histoire des rois et des empereurs, il veut faire l'histoire, au contraire, des gens ordinaires, des gens que nous pourrions rencontrer au quotidien. Néanmoins, ces gens sont beaux être des gens ordinaires, ils prennent part, dirons-nous, à certains événements essentiels, hein. Par exemple, ils prennent part à la découverte des Amériques. L'un d'entre eux contribue à faire la révolution industrielle en Asie centrale, mais dans d'autres cas, ils sont avec un rôle insignifiant. Par exemple, on les voit dans l'équivalent d'une grande guerre dans l'Himalaya, une grande guerre entre l'islam et la Chine, et ils servent simplement de chair à canon. Ces personnages, alors est-ce qu'on doit les évaluer en termes de bien et de mal? Alors en aucun cas. Ce sont des valeurs, enfin, l'auteur se réclame, dirions-nous, plutôt des valeurs bouddhistes sur ce point. D'ailleurs, le bardo, c'est le paradis bouddhiste, hein, et que les personnages, même si jamais sur Terre ils ont été des musulmans ou bien des Indiens polythéistes, ils se retrouvent tous dans le bardo. Les personnages sont jugés sur leurs actions et sur leurs traits de caractère, mais également, c'est là qu'on peut déceler une vision politique, sur néanmoins une certaine adhésion au progressisme. C'est-à-dire que les personnages sont jugés positivement si jamais ils ont réussi à faire avancer la pensée de leur temps. Par exemple, un intellectuel Bistami, par exemple, un des personnages en B, réussit à créer un sultanat féministe au XVe siècle. Par XVe siècle de notre ère, je précise. De même, on peut voir la grande sympathie de l'auteur envers une certaine forme d'anarchisme
ou du moins un certain socialisme démocratique, ce qui correspond d'ailleurs à ses idées. C'est une sorte de socialisme de conseil par le bas. En fait, le bien se trouve dans les petites communautés qui sont menacées systématiquement par des chefs d'État corrompus ou bien le poids de la tradition. La tradition est vue comme une sorte d'obstacle qui doit être combattu, si ce n'est effacé, du moins systématiquement réfléchi et dépassé. Ce qui m'amène à questionner la façon dont l'auteur voit l'histoire, car très concrètement, il y a une certaine marche dans cette histoire. Je me permets de prendre une citation, la page 83. Un unique moment d'existence peut faire une grande différence. Qu'est-ce qui amène le changement dans ce monde? Parce que systématiquement et sur quasiment l'ensemble des chapitres, tous les personnages se questionnent en permanence sur l'enchaînement des événements à l'échelle mondiale. Ils se disent, est-ce qu'il y a un sens à nos actions? Est-ce que l'humanité suit un cours? Est-ce qu'elle suit un fil? Et ils essayent de se dire, est-ce que nous pouvons agir ou bien est-ce que nous sommes impuissants et l'histoire repose sur quelques individus clés ou bien est-ce qu'au contraire, ce sont de grands mouvements? On pourrait croire que l'idée de l'auteur est de donner la place à, je dirais, les flux. C'est-à-dire penser non pas des événements clés, mais plutôt des grandes scansions, des grands développements sur plusieurs décennies. Tous les chapitres, quels qu'ils soient, prennent place durant quasiment l'ensemble de la vie des acteurs. Il y a des chapitres qui durent plusieurs décennies, depuis la naissance jusqu'à la mort. Par exemple, un chapitre qui se déroule dans Al-Andalus, dans l'islam médiéval, donc de la péninsule ibérique, un des personnages se réincarne. Il a le temps de se réincarner 3 fois dans le même chapitre. Un des personnages meurt à l'âge adulte, Bistami, tandis que l'autre se réincarne plusieurs fois sous les traits d'une jeune femme, d'une tigresse, puis d'une sultane d'Al-Andalus appelée Katima. Néanmoins, on peut repérer que malgré cette volonté, l'histoire semble tourner autour de quelques moments décisifs. Comme le dit d'ailleurs à la page 331 des personnages, une nuit peut changer le monde. En effet, on remarque qu'au cours de l'ouvrage, il s'agit de quelques moments clés de l'histoire mondiale qui se déroulent les uns après les autres. Là, par exemple, l'événement Une nuit peut changer le monde se déroule au XVIIIe siècle et nous sommes justement à proximité de Montréal car nous sommes dans la région des Grands Lacs américains et se crée une ligue, donc Haudenosaunee, à savoir donc la ligue majoritaire des Iroquois, pour lutter contre le colonialisme musulman ou le colonialisme chinois. Colonialisme qui là ont le vent en poupe à cette époque. Dès lors, on pourrait noter que cet ouvrage est une sorte de plaidoyer pour une vision de progrès. L'histoire ne cesserait de progresser malgré les obstacles et malgré les entraves. Alors, cela pourrait sembler contre-intuitif, parce que dans un ouvrage de réincarnation et presque d'éternel retour, on pourrait peut-être se dire, au contraire, les personnages vont, une fois dans le bardeau, se rendre compte qu'ils ont vécu une vie et qu'ils sont condamnés à revivre leurs existences. Un des personnages nous dit ainsi, nous n'apprenons rien quand il est dans le bardeau, dans ce paradis, en se disant, mais j'ai vécu beaucoup de vies auparavant, je suis en train de les revivre et finalement, j'ai pas réussi à changer mon monde. Néanmoins, cette idée doit être nuancée, car en effet, on peut vaincre les règles du bardo, car à un moment, lors de l'époque moderne, les personnages se rendent compte qu'en ne buvant pas la fiole de l'oubli, ils peuvent se souvenir de leur vie passée. Et parfois, les personnages, justement, se souviennent de leur vie passée, ils disent, nous nous en rappelons à présent, nous avons compris ce que nous avons vécu auparavant, et nous sommes à même de le dépasser. De même, on pourrait noter que l'histoire, même si jamais on fait référence aux Subaltern Studies, est malgré tout fortement liée à quelques personnages clés qui, eux, sont à la base de ce progrès, quelques personnages qui peuvent faire changer les choses. On pourrait dire que ce sont les appareils d'État, la bureaucratie qui est inefficace. Il y a une critique acerbe contre la bureaucratie, au contraire, la démocratie est défendue, que ce soit la bureaucratie de l'Empire de Chine ou bien la bureaucratie des États de l'Empire ottoman qu'on découvre, de l'Empire safavide ou bien d'Al-Andalus. Un exemple, l'anticolonialisme apparaît dans ce monde au XIXe siècle. Il apparaît notamment en Inde
c'est-à-dire, je vous remets sur la carte, dans l'État de Travancore, qui se fait une sorte de devoir de créer une ligue d'États égaux contre à la fois les entreprises du Dar al-Islam et également les entreprises de la Chine. Néanmoins, cet anticolonialisme est surtout dû à l'œuvre d'un homme, c'est-à-dire le Kerala, qui est une réincarnation des personnages qui sont en cas, et qui décide de sa propre initiative de vouloir changer le monde. De même, les grands progrès reposent surtout sur les scientifiques. Ce n'est pas nouveau chez Kim Stanley Robinson, étant donné que dans ses autres œuvres, les scientifiques ont aussi un rôle clé. Ce qui correspond à une vision progressiste, la science doit faire avancer la société. Par exemple, à Samarcande, à partir du XVIIe siècle, une sorte de révolution industrielle a lieu grâce à l'action de quelques personnages qui trouvent des inventions d'abord militaires pour lutter contre les Chinois, puis ils développent ces inventions et les transforment dans la société civile, malgré l'incompétence, encore une fois, du sultan. Et néanmoins, et c'est là que je voudrais un peu aborder ce troisième point, on peut noter que ce monde semble, sur certains aspects, mu par un fort déterminisme. À la page 506, l'auteur évoque une collision, une sorte de grande guerre en fait, entre le Dar al-Islam qui s'unit temporairement et la Chine. Et il écrit une collision qui se préparait depuis des siècles se produisit. Car en effet, les événements qui se déroulent dans ce monde semblent en fait assez proches du nôtre sur nombre d'aspects. Nous avons une colonisation suivie d'une révolution industrielle, la création d'un État moderne, une guerre mondiale, un après-guerre où les États-Unis, d'ailleurs, qui là sont des États-Unis amérindiens, mais malgré tout le continent nord-américain domine le monde, et enfin une forme de cosmopolitisme qui peut correspondre à l'idée de fin de l'histoire de Francis Fukuyama, l'auteur ayant probablement été inspiré quand il l'a écrit. Ce qui m'amène à mon dernier point, à savoir que ce monde semble quand même relativement proche du nôtre. Et cela interroge, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une vision où le monde aurait évolué sans les idées européennes, ou bien d'un monde où l'auteur orientalise, dirions-nous, ou bien transforme des valeurs plutôt de la gauche californienne? Car en effet, le monde, en fait, ne serait pas si différent pour nous. Si jamais on se promenait dans ce monde, certes, il n'y a pas de population européenne, mais malgré tout, les valeurs des personnages sont tout à fait compréhensibles et tout à fait abordables pour quelqu'un même qui serait de notre planète actuellement. D'ailleurs, notons que systématiquement, le principal point de tension, c'est toujours entre les petites communautés qui sont vues avec une certaine bienveillance, c'est-à-dire l'auteur a une vision très favorable aux communautés indiennes, face aux grands empires ou bien face à toute tentative d'un État autoritaire. Les personnages se battent contre les inégalités et ils se battent contre la vision de l'arbitraire, ils se battent pour d'ailleurs une démocratie libérale en danger. Alors, notons d'ailleurs que la réincarnation pour défendre un message politique a pu être employée dans un autre roman, par exemple celui de Yukio Mishima, La mère de la fertilité, où là, cette fois, l'auteur défend les idéaux nationalistes japonais. Un personnage se réincarne constamment au travers de l'œuvre, du moins le narrateur croit retrouver un personnage se réincarnant constamment. Et là, de même, par la réincarnation sur plusieurs siècles, on pourrait y trouver plutôt un manifeste de la gauche socialiste américaine. Les valeurs du XXIe siècle, en effet, sont celles du féminisme, qui est clos dans le monde musulman, celle d'une forme aussi d'écologie, une défense de la démocratie libérale, du droit d'intervenir pour lutter contre l'autoritarisme dans les autres pays, ce qui semble quand même correspondre à une vision relativement progressiste que nous pourrions trouver actuellement. Mais on peut questionner certains points. Pourquoi, par exemple, est-ce que l'esclavage a été aboli dans ce monde sans l'influence européenne au XIXe siècle sur ce point? Comment est-ce que la démocratie a vu le jour? Les questions peuvent rester en suspense. Il pourrait sembler que l'auteur ait voulu défendre une vision qui d'ailleurs est cohérente selon son esprit, à savoir que les événements devaient impérativement survenir selon un certain enchaînement. Le message principal de l'œuvre est que les valeurs actuelles, les valeurs du XXIe siècle dominantes, du moins dans les États nord-américains et européens, devaient se produire indépendamment
de l'existence ou non de l'Europe, que ce serait une certaine marche de l'histoire. En voyant ce livre, j'ai pensé à ce jeu vidéo qui s'appelle Civilisation, parce que dans ce jeu vidéo, également, l'histoire suit un certain cours. Impérativement, vous allez évoluer d'une société féodale, puis à une société moderne, une société capitaliste, une société libérale démocratique. Sinon, vous aurez des pénalités si vous ne suivez pas cette marche. Et de même, je pense que l'ambition de Kim Stanley Robinson, il se retrouve également dans la trilogie martienne, est d'avancer que par le progrès, par les efforts de scientifiques, par les efforts des individus contre un arbitraire, la civilisation doit évoluer d'une certaine façon vers ce plus grand progrès. On pourrait d'ailleurs qualifier cet ouvrage en termes de conclusion d'un peu de Bildungsroman, de roman de formation, où ce ne sont pas les individus qui évoluent, mais bien le monde, les sociétés qui devraient au XXIe siècle atteindre un certain âge adulte ou un âge de transition, du moins selon cette vision. Je vous remercie.